Je m'appelle Madison Blake. J'ai 34 ans. J'étais directrice financière adjointe d'une entreprise de Chicago et épouse de son PDG, Nathan Blake. J'ai longtemps cru qu'être avec lui était le summum du succès. Jusqu'à ce qu'un soir, chez nous, lors d'un dîner entre associés français, j'entende mon mari rire et me traiter de stupide et de décorative. Il le dit en français à sa maîtresse, Aubrey Sinclair, une jeune assistante ambitieuse. Il ne savait pas que je comprenais chaque mot. J'ai gardé le sourire, servi du vin et reçu nos invités comme une vraie dame. Mais ce soir-là, j'ai discrètement retrouvé mon passeport, déposé une demande de visa pour New York et décidé de quitter la vie pour laquelle j'avais tout sacrifié. Avez-vous déjà été humilié chez vous? Si vous avez ressenti ce genre de douleur, laissez un commentaire ci-dessous, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre la suite de mon histoire. L'histoire d'un tournant radical. J'ai déjà bénéficié d'une bourse MBA complète à Stanford. J'avais fait ma valise, préparé tous les documents et dessiné un avenir nourri par mon ambition et ma passion. Mais soudain, Nathan, m'a-t-il appelé d'une pièce exiguë de West-Lop, la voix tremblante d'excitation. Madison, j'ai une idée, une start-up. J'ai juste besoin de toi à mes côtés. J'ai tout abandonné. Le ticket pour une brillante carrière. Les rêves que je caressais depuis le lycée juste pour le soutenir. Poser les bases d'un succès qui n'existait même pas encore. Au début, nous formions une véritable équipe. J'ai rédigé les business plans, établi les bilans, négocié le bail de notre premier bureau. Lorsque l'argent s'est épuisé, j'ai vendu ma vieille voiture pour payer notre premier employé. Le jour, je lui présentais mon projet. Le soir, je rédigeais des rapports financiers sous la lumière de la cuisine, tandis que notre 2 pièces était plongée dans le silence. Un jour, pendant un orage, Nathan m'a tenu la main, alors que nous nous tenions sous la première enseigne de notre entreprise, une fragile planche de bois clouée au mur, et m'a dit, sans toi, rien de tout cela n'existerait. Mais les promesses ne durent pas aussi longtemps que le pouvoir. À mesure que l'entreprise grandissait, que les contrats à 7 chiffres s'accumulaient, Nathan a changé. Peu à peu, je n'étais plus invité aux réunions stratégiques. Il m'a dit, tu devrais rester à la maison et te reposer. Le travail devient difficile. Je pensais qu'il était attentionné, mais j'ai réalisé que je ne me reposais pas. Je travaillais toujours. Mais sur les tâches invisibles, que personne ne reconnaissait, gérer les problèmes RH, résoudre les crises internes, remettre de l'ordre dans les décisions impulsives auxquelles je n'avais pas participé. Lorsque je l'ai interrogé sur un contrat important récemment signé, Nathan a ricané, à moitié en plaisantant. Tu te prends toujours pour une cofondatrice, Madison? Les choses ont changé. J'ai ravalé ma douleur, non pas à cause de ses paroles, mais à cause du vide qui grandissait en moi. Pourtant, je m'accrochais, essayant de sauver quelque chose qui m'appartenait. Un peu de respect, un bout de pain, une lueur de bons souvenirs. Mais le soir où j'ai entendu ce qu'il avait dit, tout s'est effondré. Nous dînions dans un restaurant français haut de gamme, un dîner privé auquel Nathan m'avait interdit d'assister, car il serait inapproprié que le personnel sache que nous étions mariés. Peu m'importait. J'y suis allé parce que quelque chose au fond de moi me le disait. Je me suis assise au fond, séparé par des cloisons vitrées et une musique douce. J'ai vu Nathan et Aubrey à quelques pas. Elle ne s'aligne plus sur la direction. Nathan a dit cela en français, d'un ton décontracté, comme s'il décrivait un produit obsolète. Comme un vieux logiciel, a-t-il ri. C'était utile autrefois, mais maintenant, ça ne fait que ralentir le système. Aubrey s'est couvert la bouche pour rire, les yeux brillants de triomphe. Alors, si je n'étais pas parti à l'étranger cette année-là, tu crois que tu m'aurais choisi plutôt qu'elle? Nathan n'a pas hésité. Absolument. Je suis resté assise en silence. Chaque mot me transperçait, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il était d'une honnêteté brutale, une vérité impitoyable. C'était l'homme que j'avais autrefois protégé des tyrans de l'orphelinat. L'homme qui avait promis, je ne laisserai personne te faire du mal. Maintenant, c'est lui qui m'a fait le plus de mal. Je me suis levé en silence et suis sorti du restaurant avant qu'il ne me voie. Ce soir-là, je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai longé le lac Michigan, regardant les lumières lointaines onduler sur l'eau. À chaque pas, je retirais un autre sacrifice que j'avais fait à la mauvaise personne. Et en rentrant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et retrouvé le vieil email de la société d'investissement new-yorkaise que j'avais refusé. J'ai tapé un message simple.
Je suis prête à reparler si le poste est toujours disponible. 6 heures plus tard, j'ai reçu une réponse. Marina Alvarez, ancienne directrice de la stratégie à New York, aujourd'hui PDG d'Atoria Capital, une société de capital risque, m'a répondu avec chaleur et clarté. Nous avons toujours cru en ta valeur, Madison. Si vous êtes prêt, planifions une réunion Zoom dès que possible. La vapeur était retombée depuis longtemps, mais je tenais toujours la tasse comme si elle pouvait me réchauffer. Ce sentiment familier des premiers jours de construction est revenu. Je n'avais plus le temps d'hésiter. 3 jours plus tard, j'étais dans un bureau élégant, niché au 18e étage d'un immeuble historique de River North. Non pas pour demander un emploi, mais pour amorcer une sortie propre et stratégique. Pas de détails à régler, rien de moi à laisser derrière moi. La personne que j'ai rencontrée était Harper Delaney, une avocate spécialisée en divorce de renom à Chicago. Elle semblait avoir la quarantaine, calme et posée, avec une voix à la fois douce et ferme. Je savais que j'avais besoin de quelqu'un comme elle, non seulement pour me défendre, mais pour m'apprendre à me défendre dans le respect de la loi et sans bruit. Madison, a dit Harper après avoir parcouru les documents que j'avais apportés. Épargnez-moi les détails. Quel est votre objectif? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux m'assurer qu'il n'ait pas l'occasion de détruire quoi que ce soit de ce que j'ai construit. Ni maintenant. Ni jamais. Ensuite, nous aurons besoin de 3 choses, des preuves financières, une preuve de faute professionnelle et une procédure légale pour sécuriser vos biens. Moins il y a d'émotions, mieux c'est. J'ai quitté son bureau avec une longue liste de contrôles et une dernière consigne, faire comme si de rien n'était. Plus vous serez calme, plus il sera désinvolte. J'ai commencé à fouiller dans tout. Relevé de virements bancaires, courriel entre Nathan et Aubray. Rempli d'un langage suspectement peu professionnel. Un paiement de 38 000 $ pour une consultation média a été viré du compte de l'entreprise au nom d'Aubray. Pas de contrat, pas de procès-verbal du conseil d'administration pour le justifier. Dans l'email, Nathan écrivait, considère ça comme une récompense pour avoir rendu ces réunions ennuyeuses un peu plus supportables. J'ai tout imprimé, classé par date, surligné chaque point important et envoyé le tout directement dans un dossier privé au bureau de Harper. Un soir, assis seul dans mon bureau à domicile, là même où j'avais passé des centaines d'heures à élaborer des business plans pour Nathan, j'ai réécouté l'enregistrement de ce dîner français. Sa voix résonnait clairement, le tintement des verres à vin, puis le rire d'Aubre. Elle n'est plus compatible, comme un logiciel obsolète. Je ne sais pas combien de fois j'ai écouté cet enregistrement, non pas pour ressentir à nouveau la douleur, mais pour me rappeler que ces mots étaient la dernière frontière entre moi et le passé. La semaine suivante, Harper m'a aidé à créer une fiducie anonyme, transférant toutes mes actions personnelles dans l'entreprise vers une entité juridique distincte représentée par un conseil. De l'extérieur, personne ne pouvait établir le lien entre moi et la fiducie, pas même Nathan. Tous les dividendes futurs, les bénéfices d'investissement et les actifs générés étaient désormais entièrement protégés. Je me suis assis en face de Harper pour signer les derniers documents, les coûteux, un stylo dans ma main, telle une arme juridique. À partir de maintenant, tout ce qui est détenu sous cette entité ne peut être divisé dans un divorce, tant que nous suivons le protocole, a déclaré Harper. Je suis resté calme. Je ne veux rien lui prendre. Je veux juste protéger ce que j'ai construit. Elle m'a regardé, ses yeux reflétant un respect sincère. Madison, rares sont ceux qui entrent dans ce bureau et disent cela avec autant de clarté. Cela va lui faire perdre le contrôle. En quittant le bureau de Harper ce jour-là, je savais que j'approchais de la fin. Non pas la fin d'un mariage, mais la fin de ma vie d'ombre dans l'histoire même que j'avais contribué à écrire. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau comme d'habitude. Même ascenseur familier, 27e étage, couloir à la moquette grise, une légère odeur de café provenant du garde-manger. Mais lorsque j'ai passé mon badge à l'entrée principale, une tonalité aiguë a retenti. Accès refusé. J'ai réessayé. Rien. La porte est restée verrouillée. La réceptionniste, une jeune femme nommée Haley, s'est précipitée vers moi, l'air mal à l'aise. Mademoiselle Madison, je suis vraiment désolé. Je n'étais pas au courant. Ça. Ce matin, il a reçu l'ordre de réinitialiser tous vos codes d'accès. Je suis resté là quelques secondes. C'est bon, ai-je dit. Ouvrez la porte. Il faut que je prenne quelques affaires. En entrant, je me suis senti comme une étrangère dans un endroit que j'avais contribué à construire depuis la première pierre.
Mon bureau était vide. Pas d'ordinateur portable, pas de documents, aucune trace de mon passage quotidien pendant près de 10 ans. Près du bureau, dans la poubelle, se trouvait un cadre photo de mariage. Moi en robe de dentelle, Nathan à mes côtés, tous deux souriant sous la lumière dorée de notre petite cérémonie au bord du lac Léman. Une main tenant le bouquet, l'autre serrant la sienne. Nous avons cru autrefois à l'éternité. La photo avait été retirée du cadre, penchée dans du papier froissé. « Oh, Madison !» fit une voix familière derrière moi. Aubrey Sinclair. Elle portait un chemisier blanc ajusté, une jupe crayon, les cheveux coiffés en un chignon assuré. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire », dit-elle en prenant le cadre et en me le tendant avec un air à mi-chemin entre la pitié et le triomphe. Après tout, c'était magnifique. Souvenir. J'ai sorti la photo en silence, je l'ai déchirée en deux, puis encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que des morceaux sur le bureau. Pas besoin de ranger après moi, ai-je dit calmement en remettant le cadre vide devant elle. Elle est restée immobile une seconde, les lèvres pincées, puis s'est forcée à sourire poliment. Tu devrais vraiment prendre un peu de repos. Nathan s'inquiète pour ta santé. La charge de travail est intense en ce moment. Je soutins son regard, sans la moindre trace d'émotion. La charge de travail n'a jamais été mon problème. Le manque de respect, si. Sans attendre de réponse, je me tournai vers la salle de réunion où Nathan tenait la réunion du lundi matin avec les directeurs. J'ouvris la porte. Le silence se fit. Nathan leva les yeux, un instant abasourdi. « Madison, que faites-vous ici ?» Je m'approchai et déposai une enveloppe devant lui. « Voici ma lettre de démission, dûment signée. » Un directeur à sa droite haussa un sourcil. « Madison, que se passe-t-il ? Je viens d'apprendre que vous étiez censé diriger le projet de Boston. » Nathan intervint rapidement, la voix teintée d'embarras. « Madison et moi en avons déjà discuté. Elle a besoin de repos. Nous réfléchissons à une nouvelle direction. Une nouvelle direction, qui signifie remplacer votre femme par votre maîtresse. » Un silence s'abattit sur la pièce. Nathan s'impatienta. « Madison, ne transformez pas une affaire personnelle en problème d'entreprise. » Je le fixai droit dans les yeux. « Vous avez brouillé les pistes en premier. Je clôture simplement un dossier que vous pensiez pouvoir contrôler à jamais. » Je suis sorti dans le couloir et j'ai vu le visage d'Aubre à travers la vitre de la pièce d'un accent grave côté, son téléphone serré, pâle, le regard fuyant. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que je prenne la parole. Peut-être pensait-elle que je disparaîtrais comme une ombre. De retour à mon bureau, quelques anciennes collègues se sont approchées. L'une d'elles, Elena, une employée du service juridique que j'avais aidé à garder pendant une série de licenciements, m'a regardé avec inquiétude. Comme Madison, nous avons entendu, la nouvelle administratrice m'a demandé de débarrasser votre bureau ce matin. Je ne savais pas, j'ai posé une main sur son épaule et j'ai souri. Tout va bien. Certaines choses valent bien plus la peine d'être conservées. J'ouvris le tiroir du bas et en sortis un dossier. À l'intérieur se trouvaient les contrats originaux des investissements que j'avais personnellement sécurisés à mon nom, et, en haut, une copie du document dont je savais qu'Harper aurait besoin dans les jours à venir. La porte vitrée se referma doucement derrière moi. Et je savais que toutes les fins ne sont pas bruyantes. Certaines fins se produisent en silence, mais elles sont irréversibles. Comme la façon dont quelqu'un est expulsé de l'empire qu'il a contribué à bâtir, pour que tout le monde réalise qu'il a repris sa part depuis longtemps. La route menant à la vieille maison en briques. Brune, à la périphérie d'Eveston, avait le même aspect que la dernière fois que je l'avais refusée. Bordée d'érables, si silencieuse que j'entendais mes pas résonner sur le trottoir. J'arrêtai la voiture, coupai le moteur et restai assis au volant un long moment. L'orphelinat de Greenhaven, où j'avais passé près de 15 ans de ma vie, n'était pas luxueux, mais c'était le seul endroit où je m'étais jamais senti en sécurité. Il y avait une femme. Là, elle qui n'avait jamais donné naissance, mais qui m'avait appris à être une bonne personne. Elle s'appelait Margaret Whitlow. Je continuais à l'appeler maman Margaret, même si nous n'étions pas liés par le sang. La porte d'entrée s'ouvrit avant même que je puisse sonner. Margaret était déjà là, comme si elle avait su que j'arriverais. « Tu as perdu beaucoup de poids », dit-elle doucement, sans jugement. J'ai ri. « On ne dit jamais que tu as pris du poids dans des moments comme ceux-ci, maman. » Elle ouvrit la porte plus grand et s'écarta pour me laisser entrer. Une odeur de biscuits au beurre et de vieux bois emplissait l'air.
Rien n'avait changé, et cette stabilité me calma le cœur. Je me suis assise sur le vieux canapé fleuri où Nathan et moi nous disputions autrefois la télécommande de la télé, adolescent. J'ai donné ma démission, dis-je en me versant une tasse de thé dans la théière en porcelaine qu'elle avait déjà préparée. Et je m'apprête à quitter Chicago pour de bon. Margaret s'assit en face de moi, sans surprise. Elle avait toujours tout compris avant même que je ne le dise. Tu pensais passer ta vie avec lui, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, mais la partie la plus stupide de moi continuait à croire que Nathan était toujours ce garçon. Celui qui se faisait harceler à cause de son bégaiement, de ses vêtements déchirés, celui devant lequel je me tenais et criais sur les plus grands. Si tu le veux, il faudra passer par moi. Margaret sourit doucement, un sourire triste et indulgent. Parfois, les gens oublient qui ils sont lorsqu'ils se sentent assez forts pour ne plus avoir besoin de protection. Je serrai les poings. Le fait est que je ne l'ai pas protégé parce que je le pensais faible. Je l'ai protégé parce que je voyais un bon cœur en lui. Mais peut-être avais-je tort. Ou peut-être que ce cœur a disparu. Margaret ne répondit pas tout de suite. Elle entra dans l'arrière-salle où les soirées de l'enfance sentaient l'encre, le bois et les rêves non exprimés. À son retour, elle tenait une vieille boîte en bois recouverte d'une fine couche de poussière. C'est quelque chose que tu as laissé ici à 14 ans. Tu as dit que c'était pour te rappeler de ne jamais oublier d'où tu viens. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un petit bout de papier écrit à la main en lettres tremblantes et enfantines. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Je serai génial et je ne supplierai jamais pour de l'amour. Je me suis figé, les yeux brûlants. Je me souvenais maintenant. J'avais écrit ce mot la nuit où Nathan avait pleuré après qu'une famille l'ait rejeté pour adoption. Et je suis restée silencieuse, sans lui dire que j'avais été rejetée le jour même. J'ai fait semblant d'aller bien pour qu'il ne se sente pas seul. Tu as tenu ta promesse, a dit Margaret en posant une main sur mon épaule. Mais parfois, être forte, c'est aussi savoir quand il est temps de partir. Non pas pour gagner, mais pour ne pas se perdre. J'ai détourné le visage, les larmes coulant plus vite que je ne pouvais les essuyer. Je pars à New York, ai-je murmuré. Elles m'attendent là-bas. Un travail, une opportunité, sans aucun lien avec ce passé. Margaret n'a rien demandé d'autre. Elle m'a serré dans ses bras comme toujours, quand j'échouais à un examen ou quand un rêve d'enfant se brisait dans la solitude de l'abandon. Vous savez, murmurait-elle, parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un qu'on a aimé, c'est de s'éloigner pour qu'il ait l'occasion de réaliser ce qu'il a perdu. Aucun mot ne vint. Je me suis penché vers sa chaleur, respirant le réconfort que je n'avais pas ressenti depuis des années. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le jardin. L'ancienne aire de jeu avec ses balançoires en bois encore debout. Un groupe d'enfants jouait à chat. Une petite fille brune m'a regardé et m'a souri. À cet instant, je me suis vu plus jeune, seul, mais toujours pleine d'espoir. Je me suis détourné, le cœur lourd et léger à la fois. Je savais que j'étais prête, non seulement à partir, mais à disparaître. D'une manière que personne ne pourrait jamais retracer. Octobre à New York. Le vent était vif, mais le ciel était étrangement bleu. Je venais de terminer une réunion avec Marina et l'équipe de stratégie. Je suis entré dans mon café habituel, à côté de l'immeuble, le même endroit où j'étais assise pendant des heures à cette époque reculée, incertaine de tout, regardant la ville bouger et me rappelant que j'étais toujours en vie, toujours entière. Le téléphone dans ma poche a vibré doucement, un message d'un numéro inconnu, une seule ligne. Je t'attends dans le hall. Je savais exactement qui c'était. Je suis descendu aussi calmement que si je sortais d'un cours de yoga, et comme je m'y attendais, Nathan était là. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient en bataille, sa chemise froissée, et ses yeux, plus ceux d'un homme qui pensait avoir gagné. Quand il m'a vu, un mélange de soulagement et de panique a traversé son visage. Et c'est là que je me suis arrêté à quelques pas. Nathan a dégluti difficilement, incertain d'avoir encore le droit de parler. Je te cherche depuis un mois. Personne ne savait où tu étais. Tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé. J'ai légèrement incliné la tête, le regard fixe. C'est ce que font généralement les gens qui ont été renvoyés. Ils disparaissent silencieusement, laissant derrière eux un vide que personne ne sait comment combler. Il fit un pas en arrière. Je savais que Nathan n'était pas habitué à cette version de moi. Une femme qui ne pleurait pas, ne demandait pas d'explication, n'essayait pas de sauver ce qui avait déjà disparu. Madison, écoute-moi bien.
Tout s'écroule. Nous avons perdu les 2 plus gros contrats de ce trimestre. Le partenaire japonais exige un audit complet. La presse s'en empare. Il nous mentionne, toi et moi. Sais-tu ce qu'il demande? Pourquoi? J'exhalai doucement. Et tu es là, espérant que je répondrai à ta place. Non. Non. Il secoua vivement la tête. Je suis là pour te demander de revenir. On pourrait. Je l'interrompis d'un léger froncement de sourcils. Nathan se tut. Un groupe de jeunes employés passa, me reconnut, hocha poliment la tête et s'éloigna. Nathan les suivit du regard, puis se tourna vers moi. Soudain, il réalisa qu'il se tenait devant un bâtiment où c'était moi, et non lui, qui exerçait une influence. Addison, dit-il plus doucement. Aubrey, elle partit. Elle ne supportait pas la pression. J'ai besoin de toi. Tu connais l'entreprise. Tu sais comment renverser la situation. Tu es meilleur que quiconque. Et si tu reviens, tu auras un autre trophée à ajouter à ta collection. Dis-je d'une voix calme et égale. Nathan secoua la tête. Non, ce n'est pas comme ça. Je m'approchai. Il ne restait plus qu'un pas entre nous. Il me regarda, perplexe. Je le regardai dans les yeux et dis lentement, tu ne m'as pas perdu aujourd'hui, Nathan. Tu m'as perdu dès l'instant où tu m'as regardé dans une pièce pleine d'inconnus et où tu as choisi de m'humilier dans une langue que tu croyais oublier. Il ouvrit la bouche, mais ne put dire un mot. Je continuai. Tu pensais que je resterais à tes côtés pour toujours. Hochant la tête, sacrifiant comme si j'étais une extension de ton costume ou de ton rapport financier. Mais je ne suis pas un complice et je suis suffisamment lucide maintenant pour me séparer de quiconque ne me considère plus comme un être humain. Nathan s'agenouilla lentement devant les portes vitrées, tandis que des dizaines d'yeux commençaient à le remarquer. Madison, je suis désolé. Je le suis vraiment. Tu ne méritais pas ça. S'il te plaît. Un homme qui croyait autrefois que le monde tournait autour de lui. Maintenant, il s'accrochait à quelque chose qu'il n'avait plus le droit de détenir. Je suis entré dans le bâtiment. La porte vitrée s'est refermée derrière moi. Je ne me suis pas retourné, car je savais que la seule chose pour laquelle il s'agenouillait était la réputation qu'il avait brisée en manquant de respect à cette seule personne. Qui était vraiment resté? Pas besoin de champagne ni de sourire de façade. La conclusion s'est faite en douceur, sans hashtag ni gros titre. Après la dernière audience, j'ai quitté Chicago en silence, comme si j'avais simplement fermé une vieille porte sans rien laisser derrière moi. J'ai choisi Brooklyn, un appartement délabré près de Prospect Park. Les plafonds étaient un peu bas. La fenêtre donnait sur la branche d'un vieux chêne, mais la lumière matinale filtrait doucement à travers de fins rideaux. Je ne l'ai pas loué pour le prix ou les commodités, mais pour la paix et le calme que j'ai ressenti en entrant. C'était un endroit qui ne me demandait rien. L'accord n'a pas suffi à changer complètement ma vie, mais il a suffi pour enfin réaliser ce dont je rêvais depuis des années, créer une association à but non lucratif appelée Hollow Light. Une faible lumière pour les femmes blessées par le pouvoir et l'amour perverti. Le bureau de Hollow Light se trouvait dans un immeuble rénové de Clinton Hill. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, pas de réception en marbre, juste une pièce chaleureuse avec des bureaux, des étagères, une imprimante et un petit coin thé. J'étais accompagné de 2 associées fondatrices, Carly, une ancienne avocate. Une analyste maltraitée par son supérieur, et Anna, une artiste indépendante ayant survécu à un mariage autoritaire. Chacune de nous avait un rôle à jouer. Chaque jour, nous avancions d'un pas. Ce n'était pas facile. Certains jours, le budget manquait pour imprimer des documents. Certaines semaines, personne ne venait. Mais petit à petit, les lettres ont commencé à arriver. Des courriels, des appels de femmes de partout, la plupart portant des noms inconnus. Chacune racontait une histoire jamais racontée. Un après-midi, alors que je préparais du thé pour notre première séance de groupe, Carly est entrée avec une pile d'enveloppes. 6 autres, m'a-t-elle dit, une du Dakota du Nord, 2 de Floride et une enseignante de Seattle. Elle a dit qu'elle était sur le point de démissionner, mais qu'après avoir lu l'article sur votre audience, elle avait décidé de rester pour signaler la mauvaise conduite du directeur. Je me suis affalé sur la chaise, les 2 mains en coupe autour du thé, essayant de calmer ce qui bouillonnait en moi. Je n'ai pas accepté d'interview, même si les demandes arrivaient chaque semaine. Les journalistes voulaient m'entendre raconter comment une femme avait repris le pouvoir face à l'homme qui l'avait brisé.
J'ai refusé les apparitions télévisées. J'ai refusé les campagnes de branding. Marina un jour, il m'a demandé, à moitié taquin, tu ne veux pas profiter de ce moment pour développer ton influence? Tu pourrais créer tout un empire pour les femmes. J'ai souri. Je ne veux pas bâtir un empire. Je veux juste reconstruire mon cœur à partir de morceaux qui n'ont jamais eu le temps de guérir. Parfois, je marche encore seul au petit matin sur les sentiers pavés menant au parc. Des coureurs passent. Des vieillards lisent leurs journaux. Des enfants vont à l'école. Personne ne me reconnaît. Personne n'a besoin de le savoir. J'ai été marié à un PDG très en vue. Une fois, je me suis retrouvé dans une salle d'audience retransmise par les médias. J'aime ça. Un jour, lors d'une séance de soutien privé, une jeune femme nommée Linda était assise en face de moi, les yeux rouges, les doigts serrés contre une photo de son fils. Tu sais, a-t-elle dit doucement, mon mari me traitait de fardeau instruit. Et je l'ai cru pendant près de 8 ans. Alors, ai-je demandé, y crois-tu encore aujourd'hui? Linda a souri, la voix tremblante. Je ne suis pas encore sûr, mais quand j'ai lu ce que tu as dit au tribunal, le silence qui dure n'est pas de la compassion, c'est de la complicité. J'ai eu l'impression de m'être réveillé. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour savoir que j'ai de la valeur. Par une fin de matinée d'automne, alors que les arbres autour de Prospect Park commençaient à virer à l'ambre et au brun foncé, j'ai reçu un appel inattendu de Marina. Madison, a-t-elle dit, la voix toujours aussi énergique. Auriez-vous le temps de passer au bureau d'Atoria? J'aimerais discuter de quelque chose avec vous, pas par email. Il faut que ce soit en personne. Je suis arrivé au siège d'Atoria Capital, sur Hudson Street, en début d'après-midi. La salle vitrée du 18e étage où j'avais passé un entretien pour repartir de zéro était désormais le lieu où un nouvel avenir commençait à se dessiner. Marina m'a remis un plan financier, un tableau de bord et un mince dossier d'investissement. Je veux créer un fonds spécial, a-t-elle dit. Pas une œuvre caritative, mais quelque chose pour soutenir les femmes compétentes qui manquent d'opportunités parce qu'elles ont été piégées dans des relations toxiques ou des structures de pouvoir. Je veux que vous le souteniez avec moi. Marina n'était pas du genre à s'émouvoir facilement, mais cette fois, elle a posé sa main sur la mienne, le regard fixe. Tu as quelque chose que la plupart des femmes accomplissent n'ont pas, l'empathie sans la fragilité. Tu sais traverser les épreuves sans te consumer. 3 mois plus tard, le fonds de recherche était officiellement lancé. Une petite réunion dans un espace de coworking à Soho. Nous avons invité 20 femmes à participer à notre premier programme, développement des compétences, mentorat financier et accompagnement à la création d'entreprises. Je me tenais au fond, les regardant parler comme si elles venaient de se débarrasser de la carapace que la société leur avait imposée trop longtemps. Les médias ont commencé à s'y intéresser, mais cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai donné des interviews, mais je n'ai pas ressassé de vieilles blessures. J'ai parlé du travail, des femmes qui sortent du silence et de l'avenir qu'elles méritent. Un journaliste m'a décrite dans un article comme celui-ci. Madison Blake n'attire pas l'attention. Elle entre dans une pièce avec un calme qui rend les autres naturellement silencieux. J'ai souri en lisant qu'après tout cela, j'avais peut-être enfin appris à me tenir droite sans avoir besoin que quiconque baisse le regard. J'ai rencontré Elia lors d'une collecte de fonds hivernale organisée par un groupe communautaire local à Brooklyn. Il était chargé de concevoir l'espace événementiel, une maison temporaire en bois construite dans une cour, avec un éclairage jaune tamisé, des fleurs séchées suspendues au plafond et de longues tables en bois de récupération. Il s'est présenté simplement, Elia Walker. J'étais architecte. Maintenant, je suis indépendant pour pouvoir prendre soin de ma mère. Sa voix était basse, même posée. Il y avait quelque chose de paisible dans son regard, comme s'il pouvait voir les gens en face, sans jamais juger ce qu'il voyait. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce jour-là, mais après l'événement, il m'a envoyé un texto. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour réaménager votre bureau pour un meilleur espace de respiration, je peux vous aider. J'ai dit, oui. Elia venait tous les samedis. Nous avons parlé de l'impact de la lumière sur l'esprit dans les espaces clos. De l'architecture japonaise dans les maisons qui respirent, et de sa mère, une femme atteinte d'un cancer à un stade avancé qui cultivait encore des tomates sur son balcon chaque printemps. Un jour, il m'a demandé, dans quel genre d'espace viviez-vous? Ma voix était plus lente que mes pensées. Puis j'ai dit doucement. Je me suis toujours senti à l'étroit, même dans une grande maison, car on n'arrêtait pas de m'imposer des choses, attentes,
responsabilité et silence. Elia ne disait pas un mot. Il ajustait simplement la disposition d'une plante verte dans un coin. Son geste donnait l'impression de mieux aérer la pièce. Nous ne sortions pas ensemble au sens traditionnel du terme. C'était des fins d'après-midi sur un banc en bois à Fort Green Park, à partager un sandwich grillé, à parler de choses qu'on n'enseigne pas à l'école, comme comment être avec quelqu'un sans se rabaisser mutuellement. Je ne sais pas combien de temps cela durera, mais je sais une chose. J'ai arrêté de scruter leurs yeux pour voir si je n'étais pas à la hauteur. Parce qu'Elia ne court pas après une version idéale, il me voit tel que je suis, en pleine forme et entière, et c'est déjà suffisant. Je n'aurais jamais pensé organiser une autre fête d'anniversaire. Les années précédentes, les anniversaires n'étaient rien de plus qu'un rappel que j'avais vieilli d'un an dans une vie qui ne ressemblait guère à la mienne. Nathan m'offrait des cadeaux coûteux, des sacs à main, des bijoux ou des dîners dans des restaurants étoilés. Mais je me suis toujours senti invité à une fête qui n'était pas vraiment la mienne. Cette année, c'était différent. J'ai eu 35 ans un dimanche après-midi de fin de printemps, dans le petit jardin de l'immeuble Wallow Light loué un appartement au rez-de-chaussée. Pas d'arche fleurie, pas d'invitation sophistiquée, juste une longue table drapée de nappes blanches, quelques lampions flottant au-dessus, et les rires des enfants jouant à chat dans l'herbe. Carly et Anna avaient apporté un gâteau maison. Marina est arrivée un peu en retard, tenant un bouquet de lavande et une petite boîte emballée dans du papier craft. À l'intérieur se trouvait un stylo plume gravé, écrit ta propre histoire. J'ai soutenu son regard et lui ai serré la main doucement. Elle avait toujours su ce dont j'avais besoin, même sans le demander. Elia est arrivé le dernier, portant 2 jeunes plants en pot, un olivier et un buisson de menthe. Pour l'entrée du bureau, a-t-il dit, et l'autre, tu peux le placer où tu veux. Il n'y a pas eu de toast officiel, mais pendant que tout le monde mangeait le gâteau en discutant, Marina s'est levée, un verre de jus de pomme à la main. Si je peux me permettre de dire quelques mots, sourit-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. Aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de Madison. Une femme qu'on ne considère pas seulement comme une collègue, mais comme un guide discret pour beaucoup de femmes, moi y compris. De légers applaudissements emplirent l'air. Je baissai légèrement la tête, les joues chaudes. Marina garda la voix posée. Quelqu'un m'a dit un jour que les femmes prouvent leur valeur en restant, en endurant et en pardonnant. Mais Madison nous a montré une autre option. Partir non pas par faiblesse, mais par force, sachant qu'elle n'était pas née pour être mise à l'épreuve sans fin de sa patience. Je ne me souviens plus qui a applaudi en premier, mais bientôt toute la course est remplie d'applaudissements doux et sincères. J'ai regardé les visages autour de moi. Des femmes qui avaient pleuré dans les salles de thérapie, qui tremblaient en signant les papiers du divorce. Des enfants terrifiés lors de leur premier jour ici. Et maintenant, ils souriaient tous. Emma, 8 ans, fille d'une mère célibataire que nous avions aidée, m'a tiré par la manche et m'a murmuré, « Peux-tu souffler les bougies maintenant ? Je veux savoir ce que tu vas souhaiter. » J'ai regardé le petit gâteau sur la table. 4 bougies dorées scintillaient dans la lumière de fin d'après-midi. Tout le monde se tut, attendant. J'ai fermé les yeux un instant. Tout m'est revenu. La petite chambre de l'orphelinat, la froide paroi vitrée de la salle d'audience, le thé rafraîchissant dans mon appartement de Brooklyn, les yeux de Margaret, les mains chaudes d'Elia. Puis j'ai expiré doucement et j'ai soufflé les bougies. Quand j'ai rouvert les yeux, les applaudissements ont repris. J'ai souri à Emma. Je n'ai pas fait de vœux, ai-je dit. Parce que je n'ai besoin de rien de plus pour me sentir complète. Je me suis tourné vers Marina et lui ai murmuré, merci d'avoir cru en moi, même quand je n'y croyais pas moi-même. Elle m'a souri en retour, tu n'as jamais eu besoin de quelqu'un pour croire en toi. Tu avais juste besoin d'un endroit assez calme pour te souvenir de qui tu étais. La fête s'est terminée au coucher du soleil. Elia a rassemblé les jardinières. Carly a emballé les restes de gâteaux pour les enfants. Je me tenais seul dans le jardin, la brise caressant mes épaules. Je n'avais pas l'impression d'avoir atteint une destination, ni de recommencer. Je me sentais simplement vivante à cet instant, avec une part de moi qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Que pensez-vous de mon parcours si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous retrouver ? Qu'il s'agisse d'une relation, d'une famille ou d'un emploi qu'il vous semblait autrefois impossible de quitter, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Je crois que nous avons tous un moment d'éveil. Pas de cris, pas de vengeance, juste le calme de partir et le courage de ne jamais regarder en arrière. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires fortes sur la famille, la confiance et le retour à soi.
Parce que parfois, le plus précieux n'est pas l'endroit où l'on finit, mais la façon dont on choisit de le conserver.